Et voilà, on est en live. En plus, c'est bien parce que j'ai changé de pièce d'ordi, du coup, maintenant, ça va charger plus vite et j'aurai moins cette impression, tu vois, d'avoir cet énorme blanc entre le moment où je te dis on est en live et le moment où je vois vraiment ce qui se passe. Hop, on débarque. Coucou les gens, coucou tout le monde. C'est bon, mon setup est fait, je vois les commentaires, je vois tout. On est parti. Bon, Éloi, on commence toujours par ce passage où je te redis bonjour alors que ça fait un quart d'heure qu'on discute. Mais bonjour, Éloi. Bonjour Céline, avec qui je Comment discute depuis vas-tu? un quart d'heure. Ouais, Ouais, ça va c'est bien. ça. Alors, je vais te demander de te présenter, en fait, tout simplement. Est-ce que tu veux bien nous expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi aujourd'hui tu es là, selon toi? Qui je... Alors, je porte le nom de Eloa Alvarez. Après, le qui je suis, je pourrais te dire un être infini, mais ne rentrons pas dans ce sujet. Et pourquoi Euh, pas? On va aller pas Naruto, tout de donc si suite. tu veux dire ça. Pas tout de suite. Attends. Euh, je suis associée dans Leaders Go Wide avec Caroline Verdier. Nous sommes coachs, nous accompagnons les entrepreneurs à faire confiance à leur intuition pour pouvoir déployer leur puissance dans leur entreprise. Yes. Ouais, c'est pas mal, je me reconnais bien. Je me Ouais. reconnais bien dedans. Ok, super. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que toi, tu es là aujourd'hui? Il faut savoir que mes lives, les gens viennent en me disant, franchement, je sais pas ce qui va se passer. C'est fait Euh, exprès. alors, à Et la tu aimes bien base, entendre ça. pourquoi je suis là? Bah, parce que tu as demandé des gens pour venir en interview avec toi. C'est vrai. Et moi, Tout j'ai dit simplement. moi. Ça, j'aime bien ça. Cool. Ok. Et est-ce que tu as des attentes? Parce que, bon, il y a un truc qui s'appelle les horizons de lecture. Qui est une théorie comme quoi les gens, tu vois, ils lisent pas de la même manière le livre selon leur vécu, le moment T où ils l'ouvrent, etc., etc. Et j'aime bien utiliser ça par rapport à mes lives. Du coup, si je te demande, c'est quoi tes horizons d'attente par rapport à ce live aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, ce serait quoi? Euh, Ah, c'est une très bonne question, ça. Sûrement d'être au clair, en fait, avec qu'est-ce qui fait le lien entre tout ce que je regarde ou tout ce que j'aime. Parce que Hmm. j'arrive pas forcément à avoir le fil directeur. Moi, j'ai l'impression de faire un peu tout et n'importe quoi, de lire un Hmm. peu tout et n'importe quoi. Et j'aimerais bien savoir s'il y a un fil, tu vois, qui sous-tend tout ça. Yes. Ok, cool. J'aime bien ça. Ça me rappelle une grande sage qui un jour m'a dit, tu sais, Céline, un jour, il faudra apprendre à créer des ponts, en fait. Pour que les gens puissent passer sur ta rive. Mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans le live. Mhm. Ok. Eh ben, on va commencer par le sujet que j'ai voulu aborder dès le jour où j'ai commencé à me dire que j'allais faire des interviews sur ce groupe. C'est Naruto. Cool. J'ai Je suis enfin contente. trouvé quelqu'un qui va discuter de Naruto avec moi. Trop bien. Alors, moi, j'aurais plein de choses à dire sur Naruto et ses petits copains. Mais du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu as regardé et tu regardes encore Naruto, alors que ça, on est d'accord, hein, ça prend une vie de regarder tous les épisodes de Naruto. Ouais, ouais, bah là, je suis passée à Boruto maintenant parce que bah, j'ai fini Naruto. Mais en fait, à la base, quand j'étais enfant, je regardais déjà pas mal. Je regardais les Chevaliers du Zodiaque, je Mm. regardais Dragon Ball, Dragon Ball Z. J'ai arrêté AGT, je crois que j'ai trouvé ça naze. Euh, mais j'ai regardé beaucoup ça. Et après, il y a eu un vide dans ma vie parce que ils ont mis Pokémon. Et Ah ouais. Pokémon, et Pokémon, j'ai trouvé ça horriblement décevant parce que chaque épisode était construit exactement de la même manière. Et il n'y avait pas vraiment une grande construction d'histoire, en fait. Il n'y avait pas vraiment d'évolution. Mm. Bon, ok, les Pokémon, ils évoluent, mais tu vois ce que je veux dire? C'était un peu, enfin, j'ai trouvé ça un peu chiant. Ah bah Sacha, ça fait 10 ans qu'il a 10 ans, hein. Bah, voilà. Donc, ça m'a un peu frustrée dans l'évolution parce que j'aime bien les choses, du coup, qui bougent un peu. Mm. Et je veux dire, Dragon Ball, il est passé d'un petit machin avec une queue à un Super Saiyan. Donc, voilà. Et après, je suis retombée dans le monde des mangas et des animés plus parce que moi, je regarde plus que ce que je ne lis. Et je suis tombée sur Naruto parce que tout le monde en parlait et je comprenais pas pourquoi il y avait un tel, enfin tout le monde, tous les gens qui me côtoyaient parce que je suis pas sûre que tout le monde soit dans ce milieu-là, mais les gens qui me côtoyaient me disaient ah ouais, tu devrais vraiment regarder Naruto, c'est vraiment bien en fait. J'étais là, je suis là pour les dessins animés, je suis peut-être un peu grande, tu vois. Et Mhm.
Et je regardais beaucoup de séries à l'époque. Je regardais plus trop de dessins animés. Et une fois, je suis tombée dessus et puis j'ai commencé à regarder et puis j'ai plus jamais arrêté, hein. OK. Est-ce que tu te souviens du petit truc qui fait que tu as suivi, tu vois? Le petit truc qui fait que tu restes et que tu continues la série? Euh, C'était des ninjas. Ça me rappelait, moi, toute l'époque où je faisais des arts martiaux. Hmm. Et ils avaient des super pouvoirs, parce que je trouvais ça cool quand même. Donc ça me permettait de reconnecter vraiment avec l'imaginaire que j'avais quand j'étais petite et que je faisais du karaté, tu Hmm. vois, et OK. que je cassais des briques. Bon, eux, ils cassent des cailloux, ils sont un peu plus forts que moi, mais je cassais des morceaux de bois et tout. Oui, bah après, c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer à un type qui se transforme en renard énorme à 8 queues. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, hein. Il me bat là-dessus. Mais Voilà. je pense quand même que l'humain normal, hein, toi, Mhm. moi, tout le monde, en maîtrisant réellement le chakra, en maîtrisant réellement, en ayant cette discipline-là, je suis sûre qu'on peut marcher sur l'eau. Hmm. Ah bah, de toute façon, toute la théorie autour du chakra et la manière dont Sakura elle le maîtrise et tout, moi c'est ça qui m'a toujours fasciné, hein. Vraiment l'idée que en fait il y a ce côté où en fait ils ont besoin d'avoir conscience d'eux-mêmes pour évoluer et être de plus en plus forts. Et ça c'est badass. Ça de base, j'ai kiffé direct. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Naruto, l'histoire en fait c'est un gamin qui vit dans un village qui s'appelle Konoha, le village de la feuille. Et du coup, c'est une espèce de monde fantastique où le monde est divisé en clans de ninjas qui ont des techniques particulières et qui ont une histoire géopolitique. C'est le bordel, voilà. Entre ceux qui s'aiment bien, mais qui se font quand même des coups dans le dos, etc., etc., voilà, c'est la merde. Et la grande légende qu'il y a autour de ce monde, c'est qu'il y a 9, c'est 9 ou 10 démons, je sais plus, 10, 9. 9. C'était un qui a été divisé en 9. Yes, voilà, c'est ça. Il y a 9 démons qui sont scellés à l'intérieur de gens. Et ces démons, ils sont de plus en plus forts au fur et à mesure qu'ils ont un nombre de queues qui grandit. Et il se trouve que notre jeune héros est le porteur de Kyubi, le renard à 8 queues. Donc je vous laisse imaginer à quel point il est 9. badass. 9. 9. Pourquoi 8? Ah, c'est dans mon scénario qu'il a 8. Pardon. Désolé. Ok, oui, donc c'est le plus fort. Et sauf que, enfin, voilà. Et Naruto, alors, donc, c'est là où moi je vous parle de ma subjectivité et ce que je vois dans la série Naruto. La série Naruto, elle est extraordinaire parce que c'est vraiment l'histoire d'un jeune garçon qui enferme en lui toute une puissance colérique, toute une puissance dévastatrice et qui, comment dire, pourrait l'utiliser parce que vraiment il a une backstory où c'est la solitude, la tristesse, le rejet, l'abandon, les 5 blessures de l'enfance, il les connaît par cœur. Et en fait, lui, il choisit de faire de cette puissance-là une puissance d'espoir, une puissance de construction, une puissance de paix. Et c'est son épopée, en fait, à travers, voilà, le... Bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien si son meilleur ami, en fait, lui, justement, naît dans une famille qui est censée avoir tout et qui se tourne plutôt vers le côté dévastateur de la force. Donc, pour être fort, il faut avoir des queues. Alors, Dit comme ça risque de poser certains problèmes. c'est ça. Je te laisse deviner qui a écrit ce commentaire. Alors, du coup, pas forcément, c'est juste que, en fait, les histoires des démons avec un nombre de queues différents, ça vient du folklore japonais. C'est quelque chose qui existe vraiment dans le folklore japonais où, pour eux, justement, plus le yokai a de queues et moins tu as de chances d'en sortir vivant. Et moins tu as de chances que ton âme aille dans le paradis japonais, d'ailleurs. T'es un peu foutu, quoi. Donc voilà, et c'est d'ailleurs ça aussi la force de Naruto, de prendre un peu tout le folklore japonais et d'en faire des messages philosophiques qui sont assez badass. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton personnage préféré dans Naruto? Oh, euh, Oh. il y a eu un temps, ça aurait été Sasuke parce que je me reconnais beaucoup Hmm. dans ses tourments et parce que lui, je me rappelle en plus, sa puissance, elle venait il arrive à éveiller le Sharingan à chaque fois qu'il se fait déchirer le cœur. Grosso Ouais, modo, c'est c'est que ça.
plus il est peiné et plus il souffre et plus il a de la peine, plus il arrive à monter en puissance. En colère, ouais. Ouais, donc ça, je pouvais me reconnaître là-dedans et je pense qu'aujourd'hui, je suis restée dans le j'aime beaucoup Naruto parce qu'en fait, il est dans sa naïveté et dans sa bêtise, parce qu'il est un peu bête, Mmh. c'est là où en fait, il réfléchit toujours qu'avec son cœur. Donc il a un côté un peu pas très réfléchi, mais justement et je crois que c'est sa plus grande force en fait, d'être sûr de ses convictions, de ses valeurs. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant que tu vois que Naruto, Sasuke marchent ensemble, hein, de toute façon. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais connu des gens qui aimaient Sasuke sans avoir quand même ce côté un peu attirance envers Naruto, qui est d'ailleurs le gros speech de toute la série. C'est-à-dire que Sasuke, en vrai, il n'arrive pas à se libérer du fait qu'il est tout le temps attiré par ce côté-là chez Naruto. Et Naruto, lui, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Genre, il est vénère de voir ce côté-là chez Sasuke. Parce que justement, Ouais. les deux, en fait, sont l'ombre un peu l'un de l'autre, tu vois. Ah, exactement. Et puis après, je pourrais dire pourquoi est-ce que j'aime chaque personnage, parce que chaque Mm. personnage, je le trouve attachant à sa manière, en fait. Sauf Euh, Sakura, où elle a été vraiment très mal développée, je suis pas contente. ouais, oui et non, parce qu'en vrai, elle est super intéressante parce que c'est la meuf qui était à la traîne, en fait. Elle a été à la traîne pendant très longtemps. À la base, c'est vraiment juste la C'est groupie un ça. peu coconne. Et plus elle avance et plus elle développe, bah, d'un seul coup, en fait, elle est plus seulement une groupie, mais elle devient la béquille sur qui on peut se reposer. Et puis elle continue, et puis elle en a marre d'être une béquille, et puis d'un seul coup, elle devient le bouclier, et puis elle est plus bouclier, et puis d'un seul coup, en fait, elle est juste aussi badass que les autres. Et en fait, elle a progressé. Je trouve que son chemin de progression, parce qu'elle n'a pas l'histoire parfaite. Mm. Elle a pas pour Elle a toujours ses progresser. parents. Tout va bien. Enfin, je veux dire, tu as l'impression qu'elle a vraiment ce côté de, elle pourrait rester dans son petit confort. Et elle le fait pas. Elle choisit quand même d'aller. Je trouve ça génial en fait. Hmm. Moi, j'ai un peu ce... Enfin, parce que moi, Sakura, ça a toujours été mon perso préféré. C'est Sakura, c'est vraiment celle que je kiffe le plus. Et il y a eu ce moment où dans Shippuden, donc tu sais, Shippuden reprend, donc il y a une ellipse, ils ont grandi et tout, et elle est formée par Tsunade, qui est censée être quand même la meuf la plus badass de Konoha. Et elle a son moment de gloire, Sakura, où elle se bat contre, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui contrôle les marionnettes, là. Ouais. Elle a son moment de gloire à cet endroit-là. Et vraiment, j'étais là genre, wow, génial, enfin, ils vont développer tout ce qui faisait de promesses sur les capacités de Sakura dans l'épisode, dans les saisons d'avant et tout. Et en fait, malheureusement, moi, j'ai toujours été frustrée par le fait que Sakura, malgré le fait qu'on disait, oh, elle est trop forte en Genjutsu, là, tu sais, les jutsu, alors j'explique, c'est les techniques qui servent à être fort contre les attaques télépathiques, les attaques d'illusion. Et moi, je trouvais ça extraordinaire parce que dans ma tête, j'avais écrit une fanfiction où du coup, elle devenait plus forte que Sasuke grâce à ça, tu vois. Parce que du coup, Sasuke est très très Ouais. fort sur les attaques d'illusion et tout. Sauf qu'ils n'ont jamais développé ça. Et du coup, pour moi, Sakura, elle a toujours été dans une espèce de position de soumission par rapport à Sasuke. Et j'étais tellement énervée contre ça. Tellement énervée. J'étais là genre, non, ce n'est pas la demoiselle en détresse, arrêtez. Mais ça l'est plus en fait. Enfin, Ouais, elle l'est plus. Elle est devenue assez forte pour être la partenaire de Sasuke. Voilà. Enfin, je ouais. veux dire, elle a gagné quand même Mm, mm. Mais je crois que c'est juste que c'est le genre de personnages qui n'ont pas besoin d'être absolument sur le devant de la scène. Mais que Mm, s'ils sont pas là, la scène, elle n'existe pas en fait. mm. Et j'aime bien ça, j'achète. C'est bon, je te donne mon argent. Cool. Ok. Donc, alors, on va allègrement spoiler, je pense, hein, Naruto. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans Naruto et que vous voulez pas entendre ce qui se passe, bah, partez. Non, mais même Euh, si on spoil, ça vaut la peine de le ouais. regarder. Là, j'ai mis l'enfant numéro 1 dessus, donc il a 12 ans. C'est mon beau-fils. Mm. J'aime bien dire c'est mon beau-fils parce que ça me fait penser à Astérix et Obélix. Oui. Euh, Bah, tu sais, c'est exactement ça que j'ai pensé direct, hein. ouais. Et du coup, euh, avec lui, on a en commun de regarder. J'aime bien les orienter sur certains Mm. animés, certains dessins animés, certaines séries que je trouve importantes. Au départ, je les ai fait regarder Avatar, le dernier Mhm. maître de l'air, que j'ai trouvé super. Et c'est une série qui est très très riche. Et là, je l'ai mis sur Naruto et je vois, c'est aussi une super base d'échange qu'on peut avoir entre un parent et un enfant. Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
C'est hyper intéressant. Ouais, là, il y a plein de branches qui s'ouvrent dans ma tête. Parce que vraiment, je me dis, qu'est-ce qui fait que tu utilises Naruto comme un support, tu vois? Qu'est-ce qui fait que Naruto, c'est le bon support pour ce genre de discussion parent-enfant? Parce qu'il y a, il y a plein de valeurs en fait. C'est vecteur de plein de valeurs humaines. Et à la fin, on en est toujours à on se serre les coudes. Donc moi, je suis plutôt dans la mouvance de on essaye de se regrouper parce qu'on arrive à se détester pour plein de choses. Hein. On se déteste parce que il y a des gens ils aiment pas les roux, il y a des gens ils aiment pas les femmes, il y a des gens ils aiment pas les noirs, il y a des gens ils aiment pas les homosexuels, il y a des gens. Enfin, je veux dire des raisons pour se séparer, on en a tellement. Et Naruto justement, il se laisse jamais. Je veux dire, Sasuke, il en fait bien, 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 bien de la merde. Il y aurait 12 000 raisons de le détester et de lui en vouloir et de le défoncer. Et il arrive jamais à ça, en fait. Il ouvre toujours la porte et il veut toujours le ramener à la maison. Et ça, je trouve ça super fort. Et du coup, derrière, ça s'appuie aussi sur des valeurs de persévérance, d'effort, parce que je veux dire, pour monter en pouvoir, ils ont des entraînements et c'est une certaine abnégation, tu vois, dans leur entraînement. Ils y vont comme enfin, ils s'oublient complètement dans l'entraînement. Ils veulent devenir plus forts pour pouvoir atteindre le but de ramener Sasuke à la maison, pour pouvoir atteindre la paix. Et il n'y a rien qui les arrête. Ils vont jusqu'au bout de tout. Et ça, je trouve que c'est des valeurs super importantes à transmettre à des enfants, en fait. Hmm. Il y a un passage comme ça dans Shippuden toujours qui m'avait vachement marqué. C'est, je sais plus comment il s'appelle ce méchant, mais tu sais, c'est le gros méchant de l'Akatsuki. Et, et il arrive sur Konoha, tu sais, et il y a une grosse guerre et il y a plein de morts. Et à la fin, Naruto confronte ce mec. Et Naruto, il est tellement pour l'amour qu'il obtient la résurrection des gens, quoi. Il fait chialer le boss de l'Akatsuki, les gros méchants, là, et il obtient la résurrection des gens qui sont morts dans son village, quoi. Et le jour où j'ai vu cet épisode-là, à la fin de cet épisode, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi j'aime Naruto, pourquoi j'aime cette série. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est des gens qui pourraient véhiculer des valeurs très patriotiques, des valeurs très, très martiales, très hard work, très fais ton business et fais des burn-out en chaîne, sinon tu gagneras pas de ta vie. Et en fait, Exactement. le mec, il arrive et il est là, genre, non, alors en fait, moi, je fais ça pour l'amour. Hein. Je fais ça pour les camarades, je fais ça pour l'amitié. Et éventuellement, si on peut avoir la paix aussi, nickel. Ouais, c'est ça. Et bon, alors, faut le dire, hein, moi, Naruto, j'ai chialé devant plein de fois. Oh, tous. Sadness and Sorrow, c'est la musique, vraiment, elle passe, je pleure en réflexe pavlovien. Et en fait, du coup, il y a vraiment, ouais, je trouve que ça apporte des belles valeurs humaines et en même temps, le message, c'est toujours, mais rester ensemble, quoi. Il veut toujours, même quand il se pète la gueule avec les autres villages, il arrive toujours, il les marave et après, il en fait des potes. Je trouve ça C'est ça. énorme. Franchement, il se défonce, il se fracasse, hein, et après, c'est un pote. Et à chaque fois, il fait ça. Et en fait, du coup, c'est comme ça qu'il arrive à créer une espèce de cohérence aussi entre les villages. Il crée une alliance. Enfin, voilà, c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans Naruto, c'est que à travers je veux dire, il est un peu candide, tu vois, il est un peu ingénu dans sa Ouais. manière d'être, et il arrive toujours à regrouper les gens face à ça avec une seule. En fait, lui, le truc, c'est moi, je veux de l'amitié, je veux de la connexion, je veux de l'amour, point. Et je reste comme ça. C'est drôle parce que on dirait qu'on parle d'un manga, que tu sais, on va analyser une œuvre comme ça avec des propos littéraires et tout. Et là, juste au KLM, tu viens de nous expliquer en quoi c'est ta valeur principale, la connexion, tu vois. C'est ce que j'aime le plus. Voilà, c'est pour ça que je fais des lives, moi, c'est vraiment pour ça. Ok, donc Naruto, la connexion. Ouais. Ouais, la connexion. Après, avec sous-jacent ces valeurs-là de discipline, de Hmm. persévérance, tu sais, je sais plus, il y a un moment donné, Kakashi, il leur fait, ils ont un test pour pouvoir savoir s'ils vont pouvoir rentrer dans leur école là, Hmm, hmm. et ils doivent rattraper des clochettes. Et il a toujours la mission en premier, sauf s'il y a un camarade à Hmm. sauver. C'est toujours la mission en premier, toujours la mission en premier. Tout le monde veut mourir pour la mission, sauf si ça veut dire laisser un camarade derrière. Hmm. Je trouve ça Ouais, je vois assez bien. riche. Ouais. Yes, Et je ouais, pense je te que ça, rejoins. c'est un truc qu'on a dans notre société où c'est la mission en premier et on a oublié la deuxième partie de la phrase, en fait. Ouais. Hmm.
Et je pense que, enfin là, tu vois, je pense que ça, c'est un lien que je retrouve dans la plupart des animes que j'aime. En tout cas, la plupart des shonen que j'aime. Les shonen, c'est les mangas et animés qui sont à la base dédiés à un public de jeunes garçons au Japon. Et du coup, il y a vraiment cette valeur-là là, de connexion, et mais connexion en mode la mission, mais surtout les camarades. C'est un truc qu'on retrouve dans la plupart des shonen comme ça en filigrane. Et je pense que Mm. enfin, c'est pour ça que j'aime autant les shonen, parce que du coup, c'est une valeur japonaise qui est mise comme ça, qui est vraiment mise en avant et mise en lumière. Et le fait que ça se passe dans des univers fantastiques, ça met ça encore plus en valeur. C'est un truc de dingue. Enfin, tu vois, par exemple, Fairy Tail. Fairy Tail, c'est quand même le manga où tu le termines, tu es là, genre, mais je veux monter une guilde en fait. Ouais, tu Ça sais, n'a plus- c'est exactement ce qui. Là, je l'ai fini il y a pas longtemps, je l'ai fini il y a Hmm, 2 semaines ou 3 semaines, et c'était exactement ce que je me suis dit. Je fais, ah, mais en fait, c'est ça la vision qu'on a de Leaders Go Wild. C'est hmm. de faire une guilde. En fait, je veux une guilde. C'est ça, bah voilà, tu vois. Mais c'est tellement ça. Et ben moi, c'est pareil. Enfin, vraiment, quand je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, j'avais ça tout de suite. C'était vraiment le premier truc que j'ai commencé à écrire quand on me parlait de vision, valeur, machin et tout. C'était Erza dans Fairy Tail. Tu vois, je veux avoir ma guilde, avoir ma grosse armure et faire des missions. Et quand je reviens de mission, il y a des gens pour boire une bière avec moi, quoi. Ouais, complètement. Yes. Cool. Ok, alors par contre, il y avait une question faut absolument que je te pose par rapport à Naruto quand même. C'est quoi ton pouvoir de ninja? Toi, si t'es un ninja, t'es dans quel village et t'as quoi comme pouvoir? Ah, c'est dur. Euh, Je peux commencer si tu veux, si tu veux un petit temps de réflexion. ouais, vas-y. Moi, j'ai toujours rêvé de venir du village de Hoto et de faire des illusions avec la musique. Ok. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Mm. Moi, je pense que c'est la personne que j'aime celui qui va me toucher le plus, parce que c'est peut-être ce qui me ressemble le plus, ça va être Shikamaru. Ah ouais. Mm. Parce qu'en vrai, son pouvoir, il est un peu à chier. Il est pas très Mm. puissant. Ah, il est Non, ouf quand mais même. en grandissant, mais en fait, ce qui le sauve tout le temps, c'est la stratégie. Ouais. C'est sa capacité à anticiper les problèmes, voir les problèmes et trouver des solutions. Mm. Mais tu sais, ça m'étonne un peu que toi, tu dises que le mec qui manipule ses ombres, son pouvoir, il est pas si bien, hein. Oui, bah, dit comme ça, c'est clair. Ouais, dit comme ça, c'est vrai. Ok. Ouais, ok, d'accord. J'avoue. Parce que moi, je trouve que c'est pas hasard que tu me parles de Shikamaru, parce que bah du coup, oui, effectivement, c'est ce que tu fais dans la vie, manipuler C'est les autres. vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, après, bah, justement, parce qu'il manipule les ombres, tu as l'impression qu'il a pas de pouvoir matériel. Tu vois. Il a Hmm. pas du feu, il a pas de l'éclair, il jette pas des grosses trompes d'eau. Je veux dire, quand tu le compares par exemple à Naruto qui envoie ses Rasengan là et qui Oui. détruit tout, bah, tu vois, Shikamaru, il va pas soulever la montagne avec ses ombres, tu vois. Donc, Mais il soulève Naruto. mais il soulève Naruto. Il peut l'arrêter, il peut le Voilà. bloquer, c'est vrai. Hmm, hmm. Yes. Ok. Ah, je suis trop contente que ce soit Shikamaru. Je sais pas pourquoi, ça me réjouit. Ok. Est-ce que ça te va si on passe au bon gros géant? Ouais, vas-y, avec plaisir. Trop bien. Le bon gros géant, quand tu l'as cité, ça m'a renvoyé en enfance d'un coup, tu vois, j'étais là genre: «Waouh, mais oui, c'est vrai que ça existe le bon gros géant!» Est-ce que C'est tu le peux savoir? premier livre que j'ai lu. C'est le premier roman, parce que tu vois, quand on était à l'école, on lisait des textes, et c'est le Mmh. premier livre, roman jeunesse que j'ai lu en fait. Et je pense qu'il m'a marqué, et ça m'a trop fait rire parce que j'avais dû mettre 1 semaine et demie, je crois, à lire, peut-être 2, et je le quittais pas hein, pendant 2 semaines. Et puis la dernière fois, je l'ai relu, je crois qu'en 2 heures, je l'ai lu. Ouais. Et je me dis, ah, mais en fait, il est court ce livre. Mais et en fait, j'ai adoré ce roman. J'ai adoré ce roman parce que, alors du coup, je pense que du coup, je vais imaginer qu'il y a un point commun dans les enfants orphelins. Après, dans la fiction, il y en a beaucoup, hein, des enfants orphelins, donc ça va, hein. Ça va. C'est Ça a comme l'air les d'être Disney, hein. Cite-moi celui qui a ses 2 parents. c'est fou en fait. Apparemment, pour être un héros, faut perdre tes parents. Top. Oui, ouais, ouais. Bah, en tout cas, c'est au niveau scénaristique, c'est le plus facile. Parce que du coup, tu fais perdre ses parents à un enfant, il est obligé de se reconstruire.
Et du coup, bah, bim, c'est super facile. Comme ça, tu lances le récit sur quelqu'un qui est neuf et qui a besoin de se construire et tu lui fais faire son parcours initiatique. Et puis, OK. c'est le plus facile. Alors les gens, si vous voulez, vous reconstruire, tuez vos parents. Voilà, Simple. exactement. De préférence comme Tarzan, c'est-à-dire faites-les mourir par un jaguar méchant dans la jungle. Comme ça, après, vous affrontez le jaguar et là, vous avez fini votre quête initiatique. Putain, c'est bon ça. Voilà, simple. Tu voulais, le raccourci du développement personnel. En C'est même temps, ça. c'est Freud qui en parlait, hein, fallait tuer ton père, bah, Mais c'est ça, hein. voilà. C'était pas si pourri que ça, la théorie freudienne. Il a dit beaucoup de merde, mais a priori ça avait l'air pas mal. Mm. Du coup, c'était quoi la question sur le bon gros géant? Pourquoi tu avais choisi Raconte-nous, ce livre? raconte-nous le bon gros chien. Du coup, c'est une orpheline, si je me rappelle bien, et pendant une nuit, elle aperçoit une ombre qui passe par sa fenêtre, et elle est curieuse, et puis elle se rend compte qu'en fait, c'est un géant qui passe de fenêtre en fenêtre et qui souffle des choses dans les fenêtres. Et puis, je sais plus comment elle finit, mais elle finit dans sa poche et elle se barre au pays des géants avec lui. Puis en fait, c'est un bon gros géant, mais en fait, il est petit géant. Parce que c'est Mm. un nain parmi les géants. Et lui, il est gentil. Parce que tous les autres géants, ils veulent bouffer les gamins. Et lui, il est gentil. Et ce qu'il fait, c'est qu'il souffle des rêves. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il crée des rêves. Il attrape des rêves. Après, il les mélange. Il fait de la cuisine de rêves. Et après, ces rêves-là, bah, il leur donne des idées, des textures, des histoires. Il peut créer des cauchemars, il peut créer des rêves trop bien. Et il y a un passage dans le livre qui est trop génial, qui voit comment notre cerveau marche en suggestion. Je me rappelle, c'était petite et ça m'avait trop fait rire. Elle est là, elle découvre un bocal. Et dans ce rêve-là, c'est que dès que tu touches ton nombril, tu as un super pouvoir. Et au moment où tu poses le bocal, elle pose le bocal, bah toi, qu'est-ce que tu fais en tant que lecteur? Tu touches ton nombril pour voir si tu as un super pouvoir. Et dans le livre, il est dit, est-ce que toi aussi, tu as touché ton nombril, comme Sophie, tu vois, et tu as touché ton nombril? Et en fait, tu es là, tu fais, ah, en fait, tu te projettes complètement dans cette histoire. Et voilà, c'est très bon enfant, en fait. Mm. Je me souviens plus de la morale du bon gros géant. C'était quoi? C'était Bah, à la fin, lui, je sais qu'il crée des rêves, il crée des cauchemars, et puis le but, c'est et il y a les gros méchants géants qui veulent bouffer les enfants, là, qui veulent faire un raid. Et pour finir, le bon gros géant, il arrive il rencontre la reine d'Angleterre. Mm. Il lui parle de ces méchants géants qui vivent au pays des géants et qui veulent absolument bouffer des enfants. Et il les piège et ils les font tomber dans un trou où ils les nourrissent de concombres amers. Ouais, c'est bon. Je me souviens, ça y est. Et Mm. donc, en fait, du coup, c'est emprisonner les méchants géants et les mettre à l'amende. Et puis, en plus, il y a un humour dedans qui est assez drôle parce que je me rappelle, il disait sur la palissade, qui disait ne vous approchez pas trop et ne les nourrissez pas. Du style, si tu tombes dedans, tu vas les nourrir, donc t'approches pas trop pour pas. Mm. Donc, il y a toujours cette petite touche d'humour un peu décalé anglais qui est assez chouette, quoi. Ah bah ça, Roald Dahl, enfin, c'est un auteur, la jeunesse de tout le monde. Ok, cool. Du coup, ça m'intéresse parce que la scène qui t'a le plus marqué m'intéresse pas mal, dans le sens où, pour moi, ça parle beaucoup de plein de choses, de discussions qu'on a déjà eues toutes les deux. Et du coup, ce que j'ai envie de te demander, c'est à quel point le pouvoir de suggestion, c'est un pouvoir à toi, un pouvoir que tu as eu envie de t'approprier. Oh, hmm. Alors, je l'ai beaucoup utilisé je l'utilisais en tant qu'enfant parce que j'ai toujours vu, je mentais beaucoup quand j'étais enfant. Hmm. J'étais une grosse mytho, mais grosse mytho, quoi. Et j'étais super bonne dans mes mythos parce qu'en plus, la manière dont je construisais mes mythos, il y avait toujours un fond de vérité. Et en plus, comme j'ai une très bonne mémoire, en fonction des gens avec qui je mitonnais, j'étais toujours capable de les orienter. Et même quand ils se rencontraient, je pouvais faire coïncider les mythos que j'avais dit donc, toujours ça passait. Parce que ça me servait beaucoup à éviter de me faire gronder ou à éviter de me faire punir ou à faire des conneries. Donc, en fait, c'est plus ce pouvoir-là de la parole que j'ai utilisé. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans Le Bon Gros Géant, c'était vraiment créer des rêves pour pouvoir les suggérer aux gens. Hmm. Ça leur permettait d'ouvrir en fait des possibilités. Et derrière, il y avait l'ombre de ça, c'est qu'ils pouvaient créer des cauchemars pour punir les gens en fin de compte. Et là, du coup, il y a tout le travail que j'ai fait moi personnel
à faire très attention, ou en tout cas à prendre conscience que aujourd'hui, une de mes plus grosses valeurs, c'est la vérité. Mmh. Alors que je mentais tout le temps. Parce que à un moment donné, tous mes mensonges, je les ai un peu pris dans la gueule, je me suis un peu retournée. Donc le fait que ça parce que ça a tenu pendant plusieurs années où j'arrivais à mentir et à trouver mon chemin. Mais en fait, à force de mentir à tout le monde, je m'étais pas rendu compte que je me mentais beaucoup à moi-même Mmh. et j'avais une vie de merde, en fait. J'avais une vie à chier et je créais des vies fantastiques alors que ma vie, elle était, juste, déplorable, quoi. Donc aujourd'hui, je mets beaucoup de valeur à dire la vérité, voir la vérité, parce que c'est aussi quand, on reste dans cette suggestion-là aux gens, ça leur permet d'ouvrir leurs horizons et d'aller vraiment toucher ce qui est important pour eux et tout ça. Mmh. OK. Super intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la place de, l'héroïne? Je sais plus comment elle s'appelle, la petite fille, Sophie, je crois. ouais, OK, Sophie. Qu'est-ce que tu penses de la place de Sophie dans ce livre? Elle fait le pont, en fait, entre le bon gros géant qui est là et qui fait ce qu'il a. Je pense que c'est le pont entre l'artiste et l'humanité, tu vois? Mmh. Elle fait le lien, c'est elle qui l'amène à parler avec, et le bon gros géant, à la base, c'est une victime. Il est victime de tous ses cousins géants débiles, là, parce qu'il le maltraite, il le martyrise et tout, et que lui, du coup, il s'échappe dans le monde des rêves, et il s'échappe dans sa création, hem, parce que c'est ce qui lui fait du bien, mais il s'échappe, il résout pas le problème, qui sont les 15 gros connards, qui lui tapent sur la gueule tout le temps. Mmh. Et elle lui montre qu'en fait, en rentrant en connexion avec l'humanité, il peut régler le problème. OK. Et du coup, c'est ça qui t'a intéressé plus que le pouvoir de suggestion au final? C'est une analyse que je suis en train de faire avec toi là, et je m'étais pas rendu compte, de ça, et je pense qu'il y a les mmh, je ouais, en fait, je pense que le bon gros géant était très seul, en fait, et Mmh. que, Sophie, elle arrive et ça crée une connexion. C'est sa première connexion, c'est sa première amie, en fait, et là, d'un seul coup, après, derrière, ça lui ouvre un nouveau monde. Sophie, première coach d'artiste. C'est ça. J'ai l'impression que ça, coacher des artistes, c'est un comment? Une autre forme de coaching que, coacher, les entrepreneurs au final. Parce qu'il y a ce côté un peu, le monde fictionnel. Moi, je vois à quel point j'ai de la difficulté à mettre un vrai pied dans le monde réel et en vrai, quand je vois certains, passages de développement personnel d'un coach, enfin d'une «entreprise» entre guillemets et à quel point j'étais incapable d'y aller, tu vois? D'y aller simplement. Je me dis, enfin moi par exemple, je me reconnais énormément dans le bon gros géant, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si, le pont tu le vois pas, tu vois? Et il y a besoin de quelqu'un dans ta poche qui te souffle des trucs parce que sinon tu es là genre: «Putain mais j'avais pas vu quoi», genre vraiment, OK, je savais pas. Et je pensais pas que cette lecture me préparerait un jour au métier que je fais aujourd'hui, mais en fait, je pense que tu as mis le doigt dessus. Parce que j'ai été quelqu'un qui m'évadait beaucoup, qui fuyait Mmh. beaucoup, parce que la réalité, ça me plaisait, enfin, j'ai eu une réalité un peu crottée, Mmh. et puis, du coup, je m'évadais beaucoup, beaucoup dans ma tête, beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans les livres, dans les séries, où j'étais beaucoup très, très série, et toujours de la science-fiction. Jamais Mmh. les trucs, réels, quoi, enfin, pas le monde, Surtout tu pas. vois? Non, c'est trop chiant, en fait. C'est bon, je le bouffe déjà au quotidien. Si en plus, quand, le soir, je vais pas me taper un film d'auteur, qui parle de la vie réelle, tu vois? Ça me non. Il y en a certains, genre une fois, j'avais regardé Invasion barbare, à la fin de ce film, j'ai dit: «Pourquoi est-ce qu'on dépense de la pellicule pour ça?» Tu vois? Je suis quelqu'un qui a un cancer, c'est chiant, quoi. Mmh. Heu, mais surtout que tu peux le faire dans la vraie vie. Je veux dire, je pense que 8 personnes sur 10 a un de ses proches qui est mort d'un cancer, donc on peut y aller, tu vois? Mais en fait, du coup, c'est pour ça, et je trouvais, et je comme je passais mon temps à m'évader, je passais pas de temps à vraiment créer une vie, que j'aurais envie de vivre, Mmh. et je pense que dès que tu reconnectes à ça et tu as plus peur de t'évader, tu peux ramener tout ton imaginaire, en fait, dans cette vie-là, et garder une part d'imaginaire, mais l'utiliser vraiment pour construire une vraie vie matérielle, réelle, où tu as plus besoin de t'évader, en fait, parce que tu es bien.
et que quand tu veux t'évader, c'est juste parce que tu veux aller récupérer des idées que tu aimes bien et que tu veux les ramener ici. Ça me donne envie de parler directement de l'oracle de Leaders Go Wild et te demander la place que tu as dedans parce que autant Caroline, elle parle énormément dans son lexique des deux rives, autant toi, plus je parle avec toi et plus je me rends compte que tu l'as aussi, tu vois, tu as ta forme d'une rive à l'autre. Ouais. Bah, moi, j'aide Caro à. Aujourd'hui, je l'aide à écrire le livret en tant que tel pour donner les explications et tout ça parce que la manière dont on fonctionne les deux ensemble, c'est que Caro a des idées et j'ai tendance à être plus pédagogue ou en tout cas, j'aime plus structurer l'idée pour pouvoir la faire passer. Donc, on a vraiment en fait ce travail où Caro, elle va capter et moi, je vais la faire passer. Donc, on fait chacune à moitié du pont. Ouais, ok, je vois. C'est drôle parce qu'il y a encore le mot connexion, parce qu'au final, la connexion entre les êtres, et là, on est un peu sur la connexion entre les univers, quoi. Ouais. Bon, après, Caroline, c'était la connexion que je cherchais dans ma vie Hmm. pendant. Parce qu'il y a. Moi, j'ai toujours. Enfin, je sais pas comment c'est pour les autres gens et tout ça. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, je rêvais toujours de trouver cette personne avec qui je pouvais connecter vraiment. Hmm. Mais vraiment de manière très fusionnelle. J'ai une amitié qui est très fusionnelle. Quand j'aime les gens, je les aime vraiment beaucoup. Hmm. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes et ce qui fait que pendant très très longtemps, je me suis complètement coupée de mes émotions et je voulais plus du tout en avoir à faire parce qu'en fait, moi, j'aimais tellement les gens et les gens m'aimaient tellement pas en retour en fait. C'est triste. Mais pas assez, tu vois. Et, et Caro, elle a vraiment été cette personne avec qui j'ai pu connecter à un autre niveau qu'avec tous les autres êtres humains sur cette terre, quoi. Ouais. Alors, il y a Caroline qui me dit qu'on m'entend de moins en moins bien. Donc, je vais juste monter le niveau de mon micro. Voilà. Normalement, on m'entend Ah, mieux. tant mieux. Oui. Yes. Merci, Caro. Caroline, c'est une femme multitâche, c'est-à-dire que là, on parle d'elle en éloge et en même temps, elle donne des conseils techniques. C'est tout elle. Ouais, c'est chouette. Moi, j'aime bien ce qui est en train de se tisser là, parce que il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un gros univers connexion, tu vois, un énorme univers connexion avec plein de strates, de formes de connexion. Et du coup, finalement, ton univers fictif, il te permet juste de définir à chaque fois une nouvelle strate de forme de connexion que tu as envie d'expérimenter au final. Mm. Ouais, complètement. Je crois que, ouais, en effet. Voilà, c'était mon analyse cadeau. Alors, ouais, c'est bon, il nous reste le temps. Est-ce qu'on parle un peu de Luc Besson? Luc Besson, le seul réalisateur que j'aime. Non, j'en aime plein, mais c'est vrai que il fait vraiment partie des univers que j'aime beaucoup en fait. Hmm. Ouais, moi, mon rapport avec Luc Besson, c'est que à la fois j'aime l'aimer, j'aime le détester. J'aime encenser certaines de ses œuvres, j'aime en descendre d'autres. Voilà. J'ai un rapport étrange avec Luc Besson, mais écoute, la partie bon public chez moi l'aime de tout son cœur. Bah, Luc Besson, la partie c'est lui qui a fait les taxis, je crois. Ouais. C'est pas, c'est pas c'est pas forcément les œuvres qui vont me parler de plus. Moi, on est vraiment dans. Si je dois noter, il y a Le Grand Bleu, Hmm. Léon, Nikita, Le Cinquième Élément Et et Lucie. Lucie. Et Lucie. Voilà, Yes. ça c'est vraiment les films que je retiens de lui, ce qu'il a fait. Les autres, je les ai regardés, je les ai pas détestés. Enfin, tu vois, j'ai pu les regarder jusqu'au bout et tout ça. Donc, bon, il est rare que j'arrête de regarder un film, hein. En cours de route. Ouais, faut vraiment qu'il soit très, très, très mauvais. Parce que la dernière fois, je regardais sur le classement IMDb, c'est Internet Movie Database, les 100 plus grands, les 100 plus mauvais films. Et je crois que sur les 100 plus mauvais films de l'histoire du cinéma, j'en avais vu au moins 80. Donc Hmm. il faut savoir que j'adore les navets. J'adore regarder les navets parce que ça Moi me fait aussi. rire. Je trouve génial. Mais du coup, je regarde. Mais ça m'a vraiment. Luc Besson, en fait, ce que j'aime bien, moi, mon préféré, c'est Le Cinquième Élément et Lucie. Cinquième Élément et Lucie juste en dessous. Ouais. Et Ok. après, du coup, ça fait vachement cucu parce que la morale de l'histoire, c'est l'amour sauve la planète, quoi.
Bah oui, mais Lilou Dallas multipasse quand même. Enfin, non, je n'ai pas Kiki. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans le cinquième élément? Il y a l'univers futuriste. J'aime tout ce qui est très futuriste. J'aime beaucoup, de nouveau, il y a une question de pouvoir. J'aime tout ce qui est super pouvoir ou en tout cas paranormal ou supranormal. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et tout ce qui touche à l'univers de l'espace, des aliens, de la vie autrement, de la vie ailleurs, des autres mondes. Genre, je vais aimer Avatar parce qu'il y a une autre planète avec une autre forme de vie et d'autres compréhensions. J'aime beaucoup ça. Et c'est ce que j'ai toujours su. Je crois que c'est ce que je suis allée chercher toujours en voyage, où j'allais rencontrer les aliens de notre planète. Tu vois, il y a les Français, et puis après, tu passes la frontière, tu découvres des Allemands, et là, tu te dis, ah, on réfléchit vraiment pas pareil. Et c'est déjà ça. Et en fait, du coup, on côtoie toujours plein d'aliens tout le temps. Et j'adore ces univers où justement, il y a plein d'alternatives à ce qu'on a l'habitude de. Tu vois, il y a toujours d'autres trucs, quoi. La connexion au monde. Ouais, par exemple, quoi. Ouais. Aux autres, à travers les différentes cultures, quoi. Est-ce que le cinquième élément, ce serait pas la connexion finalement? Peut-être bien, quoi. Ah non, c'est chiant. Oh là là. Yes, c'est chouette. Ok. Et alors, moi personnellement, le cinquième élément, c'est le film de mon cœur, mais mon micro refait des siennes. C'est bon. Ah. Non mais oh, Là. voilà. Non, non, c'est bon. Dites-le moi, hein, parce que du coup, c'est en fait mon ordinateur a décidé que j'étais pas polie. Et dès qu'il considère que je parle en même temps que la personne qui est avec moi sur Zoom, il me baisse mon niveau de micro, genre ta gueule. Donc voilà. Ok, alors du coup, j'allais te dire que le cinquième élément, moi, la raison pour laquelle c'est le film de mon cœur, c'est le passage de l'opéra. Le passage de l'opéra, c'est moi, vraiment, il m'a tellement marqué que j'ai fait des recherches. J'essayais de rechercher la musique, tu vois, de la télécharger et tout. Et quand j'ai découvert que c'était pas humainement possible de chanter la chanson, j'ai pété un câble. J'étais là, genre, c'est le meilleur film du monde. Est-ce qu'il y a un passage comme ça, toi aussi, qui t'a marqué vraiment très fort? Alors, une de mes scènes préférées est en effet le moment où la diva est sur scène et elle se met à chanter. Parce que je crois que c'est. Après, en plus, la scène d'action qu'il y a derrière, elle est juste énorme. Donc, ça, c'est une des plus belles scènes. Et sinon, je vais prendre. On va faire un fast-forward vers la fin où, genre, il y a un moment donné, Lilou, elle est au milieu, puis ils ont réussi à ouvrir les 4 pierres. Il y a la grosse planète qui va défoncer la planète Terre. Tout le monde est en panique et tout. Puis elle est là et puis elle dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je vous sauverais? En fait, vous êtes des nazes, quoi. Tu vois, genre, vous êtes tout le temps en train de faire la guerre, vous êtes en train de vous déchirer tout le temps. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça, tu vois? Et là, tu as Harlan Coben qui dit, Harlan Coben, qui vient lui dire et qui lui dit, mais en fait, parce que, mais moi, je t'aime. Et là, elle s'ouvre et elle fait son travail de cinquième élément et elle repousse la grosse planète et machin. Et il y a quelque chose de très, genre, où on se rend compte que même si c'est la grosse merde partout, juste une personne qui t'aime vraiment, ça fait la différence. Là, c'est trop fort. Là, c'est mind blown. Enfin, vraiment. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, et je pense que c'est ça que les. Enfin, je parle de moi, mais je pense que c'est ça que les gens cherchent en fait dans une œuvre de fiction. C'est cette espèce de l'amour inconditionnel, mais pas l'amour inconditionnel de soi à soi, parce que ça, en fait, les gens, c'est trop dur à comprendre s'il n'y a pas une deuxième personne en fait pour jouer ce jeu de l'amour inconditionnel. Et moi, je pense que le cinquième élément, c'est le premier film qui m'a appris l'amour inconditionnel. Parce que lui, enfin, je veux dire, Bruce Willis avec des cheveux, au bout d'un moment, faut vraiment avoir un amour inconditionnel fort fort hein, pour Bruce Willis avec des cheveux. Ah, c'est clair. Ah, j'avais oublié qu'il avait une coupe à chier dedans. Mais il a, en plus, ce qui est fort, c'est que elle, elle est l'amour, elle incarne l'amour en fait. Du coup, elle peut obtenir l'amour inconditionnel que parce qu'elle incarne déjà ça, tu vois. Et Mm. ça, je trouve ça super puissant parce que euh, souvent, quand on essaye de rentrer en relation, quand on est attiré par quelqu'un, c'est parce que on espère qu'il nous aimera plus que nous-mêmes.
que nous, on est capable de s'aimer soi-même, en fait. On se dit, ah, moi, je suis tellement naze et lui, il a l'air de me trouver pas mal. Du coup, allez, c'est que lui, il y voit quelque chose que moi, je suis pas capable de voir. Allez, ça va être un bon match, tu vois. Alors que dans le jour où moi, j'ai réussi à trouver Caro, Caro, on a réussi à se rencontrer pour de vrai, on se connaissait déjà. Mais c'est au moment où moi, j'ai basculé, où j'étais dans une zone où, en fait, je m'en foutais d'être seule parce que juste, j'étais tellement bien avec moi-même que c'était OK, en fait. Et là, ça a pu connecter, en fait. Vous devrez, et pas à travers juste parce qu'elle remplit une zone que moi, je suis pas capable de remplir toute seule. Alors voilà, ça c'était la leçon qu'il faut apprendre, que tout le monde doit apprendre dans son parcours de relation amoureuse. Bim, lâchez les micros. Désolée si vous avez commencé votre relation différemment. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein, mais ça veut dire qu'en fait, elle est déséquilibrée. Tant qu'on est, on s'amuse à se remplir les vides parmi. Mm. Donc après, il faut juste passer les deux dans une mouvance de croissance personnelle, chacun de son côté, pour se remplir et ensuite partager nos pleins. Tu vois, c'est tout. Mm. Moi j'ai vécu ça, hein. Moi j'ai vécu le bonjour, nous sommes deux vides, viens, on voit s'il y a du plein quelque part ensemble. Et puis hop, un petit peu de plein, un petit peu, et puis au final, voilà, ça fait deux pleins. Ouais, complètement. Donc Donc c'est c'est pour ça, possible. c'est pas. Mais il est, en tout cas, moi, pour moi, pour la relation que je cherchais, parce que j'avais un idéal, tu vois, j'avais quelque chose de très fantasmé, parce que bah, quand tu passes beaucoup de temps dans la vie du monde imaginaire, tu fantasmes beaucoup. Euh, Caro a fait le taf après, après qu'on commence. Tu vois. Elle est en train de l'écrire. Elle a littéralement écrit je suis la preuve qu'on peut faire le taf une fois que la relation a commencé. Alors que moi, pour moi, c'était vraiment important de faire le taf avant, mais parce que je venais d'un endroit où je me détestais tellement que c'était impossible. Je pouvais pas recevoir en fait l'amour de quelqu'un. Je me détestais trop. Hmm. Parce que je pouvais pas comprendre que quelqu'un m'aime bien. Ouais, je vois, je te rejoins. Et du coup, comme je te rejoins, à quel point est-ce que le personnage de Bruce Willis il se déteste au début du film? Il se déteste grave. Hmm. C'est trop un loser en fait. C'est grave un loser. Hein. Il est en plus dans tous les schémas que je pouvais, tu sais, d'autodestruction. Puis en plus, il est colérique. Ça, je crois que c'est typique. La colère, la frustration, il s'énerve pour tout, pour rien. Et pourtant, il a des trucs où, c'est quoi? C'est avec le petit chinois là qui lui fait à bouffer devant Ouais. son appartement. Avec lui, il connecte. Et après, il se redéteste avec le major là et tout ça. Donc, il a quelque chose de très colérique. Et je crois que les gens, quand ils sont très en colère, je pense que c'est pas la colère, elle s'exprime à l'extérieur, mais c'est parce qu'elle est tournée vers l'intérieur. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et pour moi, moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, en fait, dans la beauté du film, c'est qu'au final, à la fin, quand ce personnage, il dit je t'aime, en fait, il dit je m'aime, tu vois. Parce que Ouais. effectivement, elle lui dit pourquoi je sauverai la planète. Et en fait, c'est vraiment lui, enfin, il est là, genre, parce qu'en fait, lui, il a exactement le même point de vue qu'elle, au final, sur le monde. Sauf que, bah, bizarrement, il a appris à s'aimer. Donc, bah, quand on s'aime, on n'a pas envie que le monde soit défoncé. Surtout si ça fait 5 minutes que tu t'aimes inconditionnellement, t'es là genre, mec, s'il te plaît, Laisse-moi laisse-moi en profiter un profiter. peu. Tellement. Yes, ok. C'est trop bien. Vraiment, je pense que j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on a exploré, c'est plein de définitions de l'amour. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je crois que tu as raison, en fait. Et en fait, et en même temps, ça me fait tiquer parce que, genre, c'était quoi, il y a 8 ans, je faisais un stage avec Lise Bourbeau, tiens, Mm. pour me connecter à mon âme et puis, et savoir quelle était ma mission de vie, tu vois. Et on faisait une visualisation, une régression là-dedans. Donc, c'est une séance d'hypnose et tout, puis tu remontes et tout. Et à la fin, il y a tes guides et ils disent, voilà ta mission de vie. Et moi, au moment où j'ai mes guides, puis je suis là, puis j'attends, je veux savoir, est-ce que je dois ouvrir une école en Ouganda? Est-ce que je dois sauver les SDF? Est-ce que je dois stériliser les chatons pour éviter qu'il y ait... Tu vois, c'est quoi ma mission de vie? Et là, j'entends, aime. Pardon, je ris, mais j'aurais tellement été vénère à ta place.
Et il faut savoir que je suis sortie de là en disant c'est vraiment de la merde, c'est vraiment n'importe quoi. Et tout. Aime. Et qui sait qui a une mission de vie? Aime. De toute façon, c'est la mission de vie de tout le monde. On est tous venus pour aimer, non, bande de cons. Et en fin de compte, apparemment, bah, et plus, ça fait 8 ans, ça, tu vois, et ça fait 8 ans que je suis en train d'explorer ça. Et je crois que là, cette année, c'est vraiment le moment où je suis vraiment en train de mettre des mots dessus et des actions dessus. En fait, ça veut dire quoi dans la vraie vie? Parce que c'est bien joli, aime, mais concrètement, on est des entrepreneurs quand même. Ça veut dire quoi, tu vois? Eh ben, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, t'entends plus? Ah, mince. Je disais, avec joie et exaltation, eh ben, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, aimer dans son entreprise? Et bah voilà, hein. C'est faire ce qu'on aime en fait, c'est faire ce qu'on veut et c'est faire ce qu'on aime et ce qui nous porte vraiment parce que quand on se sent porté par quelque chose, automatiquement ce qu'on va rayonner, ce qu'on va euh, laisser tomber sur les autres, c'est ça, c'est de l'amour. En fait, quand moi je suis en train de coacher et que je vois la personne que j'ai en face et que je vois tout ce qu'elle s'empêche de faire et tout ce qu'elle et je me dis, mais en fait, arrête de te faire du mal, arrête d'avoir honte de qui tu es, arrête de te sentir coupable de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir trop fait quelque chose. On s'en fout de tout ça parce qu'il y a tellement plus grand que ça à faire, il y a tellement des choses magiques que tu as à faire. En fait, bah, c'est ça. Quand je fais mon métier, en fait, j'aime les gens. Ah, ok. Et alors, du coup, comment est-ce que tu aimes les gens On dans t'entend Leaders plus. Go Wild? Ah, Faut que tu changes quelque chose. non, mais c'est ça, il y a un truc qui va pas dans mon ordinateur. Bon, je mettrai je mettrai mon ingénieur dessus plus Quand il tard dans la reviendra. soirée. C'est ça, quand la porte, bah, quand le live sera coupé, quoi. Et donc, je disais, de nouveau, avec joie et exaltation. Et comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu aimes les gens dans Leaders Go Wild? Du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans Go Wild? Leaders Go Wild. Euh, alors, moi, je crois que notre baseline aujourd'hui, c'est devenu un Dream Big, Love Big, donc rêve grand, aime grand. Et c'est vraiment ça. Moi, je fais la partie de, euh, j'aide les gens à se réconcilier avec tout ce qui est passé, avec toutes leurs blessures, avec toute leur histoire, avec tout ça, parce qu'en fait, on traîne ça comme des boulets, et c'est ce qui nous empêche de vraiment respirer ou grandir ou s'autoriser à vivre autre chose en fait, parce qu'on se dit ah mais tu te rappelles quand j'avais 8 ans, j'ai volé 20 francs à mamie Lucette et ça veut dire que je suis une voleuse. Donc je peux pas être heureuse aujourd'hui parce que bon, c'est méchant quoi. Bah non en fait, ok, tu avais 8 ans, tu avais envie de 20 balles, tu voulais bouffer des bonbons, ouais et alors? Ok. Ah ouais, mais bon, tu te rappelles, moi, quand j'avais 15 ans, enfin, franchement, j'ai cassé une voiture parce que j'étais trop vénère. Donc, ça veut dire que je suis une casseuse et que je mérite pas parce que je détruis tout sur mon passage. Bah non, quand tu avais 15 ans, tu étais vénère, ok, mais en fait, tu as le droit de. Aujourd'hui, tu n'es plus cette personne-là, aujourd'hui, tu as le droit de grandir. Donc, c'est en fait juste repasser à travers tout ça pour juste te montrer que, bah, en fait, ouais, c'est pas grave, en fait. C'est la vie, c'est ok. Et en vrai, je pourrais même aller plus loin. La dernière fois, on dit, c'est laisser la place au bourreau. Dans notre société, la victime, on est tout le temps en train de la plaindre. Le sauveur, on est toujours en train de lui faire des louanges. Par contre, le bourreau, on veut surtout pas l'entendre et on l'enferme dans des prisons. Et moi, je crois que le plus gros que je fais aux gens, c'est accueillir cette part de bourreau qu'ils ont en eux et juste se réconcilier avec, en fait, et dire que c'est OK. Et que bah, tu as aussi été victime et c'est OK. Mais te complais pas dans ta victime parce que tu as aussi été bourreau. Mais que c'est OK, il a le droit de s'exprimer aussi. C'est juste de laisser la place, en fait, à tout le monde pour s'entendre ensemble. Tu vois, on connecte, mais à l'intérieur. Et voilà. Donc, tu es le Kakashi, la Sophie et la Lilou des gens. Voilà. Oh, c'est se la pète. Je suis pas sûre que j'assume. Bah, écoute, moi je t'offre ça comme ça, t'en fais ce que tu veux. Ok, je prends. C'est super chouette. Ok. Et du coup, en ce moment, vous faites, je sais qu'il y a Immergence qui a été lancé. Vous Alors faites là, quoi en ce moment? on a lancé notre groupe de coaching. En ce moment, bah, on bosse sur l'oracle parce qu'il est en précommande. Et bah, mine de rien, là, on est en train de faire tout le taf pour l'éditeur, pour l'imprimeur. Donc, on est en train de faire les dossiers, les fichiers, tout ça.
On a des webinaires prévus, on n'a pas encore prévu les dates, mais on a des webinaires prévus justement parce qu'avec l'oracle, ce qu'on veut faire, c'est parce que c'est pas qu'un oracle, c'est pas qu'un jeu de cartes que tu vas laisser traîner dans ta boîte en fait. Le but, c'est vraiment que ça devienne un outil et que tu puisses l'utiliser pour toi, mais que tu puisses aussi l'utiliser pour tes clients. Genre, si tu es en relation clientèle et que d'un seul coup, tu sais pas trop par quel bout aller, ou tu sais pas trop comment dire quelque chose, ou tu as une question et tu sais pas, tu as l'intuition, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, bah, tu as l'oracle en fait. Et donc, ça devient aussi un outil d'accompagnement. Tu peux aussi l'utiliser. Là, on a fait c'était mardi en immersion, c'était énorme parce qu'on a nos clients, ils se demandaient comment être plus magnétique, tu vois. Et en fait, simplement, on leur a fait choisir une carte et bah, bim, c'est tombé dans c'est telle énergie que tu as besoin d'incarner aujourd'hui pour déployer ton magnétisme. Donc, c'est un super outil aussi pour accompagner nos clients. Donc, on est en train de développer ça et on va sûrement faire après des journées de formation qui iront avec l'oracle pour pouvoir apprendre à l'utiliser dans les accompagnements, mais pour piloter ton business. Enfin, tu vois, on package tout ça pour que ce soit un vrai outil utile du quotidien. Hmm. Donc, l'oracle, l'outil pour connecter et s'aimer dans son entreprise. Ouais. Bon, en vrai, d'un point de vue marketing, c'est pour faire confiance à ton intuition. Mais l'intuition, il faut se rappeler, c'est toujours la voix du cœur. Donc, c'est la voix qui t'aime. Et pourquoi est-ce que tu lui fais pas confiance? Parce que bah, tu n'as pas confiance en ton cœur, donc c'est parce que tu t'aimes pas assez. Au final, les gens arrêtez de chercher. La seule réponse qu'il y a à toutes les questions, c'est qu'une seule réponse, c'est l'amour. Voilà. On finit sur du shonen en fait. On est là, genre. C'est ça. Aimez-vous. Voilà. C'est ça. En mode Naruto, tout vénère et tout. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Voilà, c'est ça. Tellement. Ok. Bah, merci beaucoup d'être venu. Moi, si je devais juste rajouter un truc, c'est que moi, personnellement, tu m'aides aussi, enfin, tu m'aides à dégommer les boulets du passé. Mais en fait, il y a ce passage très désagréable quand tu dégommes les boulets du passé où tu te sens vide, où tu te sens plus rien. Tu es là, genre, ok, donc moi, je me suis toujours définie comme ça, donc maintenant, je suis qui? Et en fait, moi, la raison pour laquelle je suis venue vers toi après pour un accompagnement avec que toi, c'est parce que tu es la personne qui m'aide le mieux à capter qui je suis, les nouvelles étiquettes que j'ai envie de prendre, en fait, la nouvelle définition que j'ai envie de prendre, et pas, tu sais, un peu la métaphore des chaussures. J'avais des vieilles chaussures trop serrées qui me niquaient les pieds et tout, mais j'étais confortable, je les connaissais, tu vois. Et là, maintenant que je suis dans une nouvelle paire de chaussures, elles ont beau être confortables, je cours vite, je gagne des marathons et tout, mais il y a quand même ce petit sentiment de c'est pas mes anciennes chaussures. Du coup, j'essaie de ramener des morceaux des anciennes chaussures. Et toi, tu es là pour me dire non, non, ça, c'est des morceaux de l'ancienne chaussure. Tu vas te faire mal si tu fais ça. Arrête. Voilà. Et du coup, ça, tu es très forte pour ça. Et moi, si les gens veulent un accompagnement avec toi, c'est vraiment, si ça, il résonne avec ce que je viens de dire, tu es vraiment la plus douée pour ça. Wow, merci beaucoup. Bah, de Merci rien. beaucoup. Alors, j'ai des petits commentaires. Nathalie qui dit, c'est ce que j'arrête pas de dire, et à moi aussi, faut s'aimer. Oui, voilà. Nathalie, coach en amour de soi, n'est-ce pas? Je pense que c'est pas pour rien. Est-ce que vous avez des petites remarques, les gens qui sont là en live, des petites remarques, des petites questions, des petits, voilà, ou même si c'est pas petit d'ailleurs, hein. Avant qu'on se quitte, je lis un petit peu les commentaires. C'est bien j'aime beaucoup les gens du groupe parce que si tu veux, ils sont là en live, ils posent pas beaucoup de questions. Et après, ils sont surtout là en replay, en fait. La plupart des gens de ce groupe viennent regarder en replay. Du coup, coucou les gens du replay. Si vous avez des questions, écrivez-les. Et je ferai parvenir à Éloi les questions si jamais vous en avez. Waouh, ce fut intense. Ouais, j'ai chaud. Ouais, moi aussi, j'ai chaud. Alors que nous sommes en automne. Allez, je considère que, voilà, là, il y a plus personne qui écrit. Il est 18h. J'aime les bons timings. Donc, au revoir tout le monde. Ciao, bye bye. Bonne fin de journée. Et puis, à très, très bientôt. Je Salut. mettrai les Instagram et tout des Leaders Go Wide dans le chat. Salut. Alors.